Macron est intelligent et machiavélique. Il emploie le mot de patrie, de nation, pour en fait détruire la nation française et la patrie. Il donne un pouvoir extravagant à la Commission de Bruxelles. En fait, je pense que cet homme, il prépare son atterrissage comme président de la Commission de Bruxelles en succession de Madame von der Leyen. Il est prêt pour être président de la Commission de Bruxelles, après von der Leyen et après sa présidence de la République, à liquider les intérêts de la France. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Vous êtes président de Debout la France. Vous avez été député de l'Essonne de 1997 à 2024, une longue période. Vous le redeviendrez sans doute assez vite. Et vous avez été candidat aux élections présidentielles en 2012, en 2017 et en 2022. Vous nous direz si vous le serez pour les prochaines échéances. Alors, première question, vous avez assisté au discours d'Emmanuel Macron ce mercredi 5 mars. Nous allons vers la fin de la guerre d'Ukraine, qui a fait 1 million de morts et de blessés, il faut le rappeler. Mais le président menace aujourd'hui, le président Macron menace aujourd'hui, brandit la menace russe. La patrie a besoin de vous, dit-il. Alors, je vous pose la question, sommes-nous, Nicolas Dupont-Aignan, menacés par les Russes? Non, bien sûr. C'était un discours totalement délirant, inquiétant et qui est mensonger. Et c'est ça qui m'a fait le plus de peine, qu'un président de la République, pour des raisons politiciennes, puisse à ce point mentir sur des choses graves devant la nation. Prenons les choses par ordre. D'abord, il n'y a pas de menace russe pour la France. Si la Russie avait envahi l'Ukraine, malgré les efforts d'armement américains, européens, mais la Russie a mis 3 ans pour conquérir 18% du territoire ukrainien au prix de sacrifices abominables côté ukrainien, mais aussi côté russe. Deuxièmement, si la Russie avançait jusqu'à l'OTAN, c'est-à-dire la Pologne et la Roumanie, la disproportion des forces entre l'OTAN et la Russie est telle que cela n'arrivera pas, même si Poutine le voulait. Donc tout ça... Parce que tout de même, il y a certains pays, les pays baltes, la Finlande, etc., qui craignent mais ils ont, la Russie. Et c'est bien normal compte tenu de leur histoire, mais ces pays sont dans l'OTAN, ce qui n'était pas le cas de l'Ukraine. Et en fait, Emmanuel Macron joue sur la peur, sur des fantasmes, pour se refaire une santé politique, je pense, pour précipiter un saut fédéral, qui est son rêve, et pour moi, commettre un acte que j'assimile à de la haute trahison, partager, c'est-à-dire brader notre force de dissuasion nucléaire. C'est abominable. Et c'est pourquoi je m'élève totalement contre sa démarche, son discours, et c'est pourquoi je regrette que l'opposition, tétanisée par le discours ambiant, soit amorphe. Et je pense que c'est de mon devoir d'alerter les Français sur ce qui est en train de se produire. Parce qu'on peut tout dire d'Emmanuel Macron. Pour moi, il a toujours été dangereux. Mais il n'est pas idiot. Donc s'il fait ce mensonge, s'il organise ce mensonge d'État, c'est bien pour un objectif. Et vous l'avez vu d'ailleurs, donnez votre épargne. Parce qu'il a ruiné le pays. Ce n'est pas pour la défense dont il a besoin d'épargne, c'est parce qu'il est au bout d'un système. Donc vous allez donner votre épargne au nom de la patrie. Et c'est complètement surréaliste, parce qu'il y a ce premier mensonge sur la Russie, mais il y a un autre mensonge absolument incroyable, c'est qu'au moment où la paix arrive, le type nous dit « on va entrer en guerre, c'est la guerre, enfants de la patrie, levez-vous ». Enfin, on est en plein délire. C'est complètement fou ce qui se passe. C'est le moment où, justement, on a la chance d'avoir un Trump qui est beaucoup plus raisonnable que les Biden et les néoconservateurs profonds qui vivaient encore sur la guerre froide et qui, en fait, vous le savez très bien, ont fait la révolution de Maïdan, ont avancé vers la frontière russe et ont provoqué la Russie. Bon. Et je ne donne pas raison à Poutine d'avoir agressé. Vous voyez, j'essaye d'être le plus objectif possible. Poutine reste l'agresseur, malgré tout, et
Oui, lui enfin, qui a entre envahi nous, l'Ukraine, et oui, pas l'inverse. n'oublions jamais que c'est aussi Zelensky et les Américains qui ont tout fait pour bombarder les populations russophones du Donbass, interdire de parler russe, etc. Donc, pour moi, les torts sont totalement partagés. C'est là où j'ai une lecture différente et je l'assume. Et je pense qu'en fait, les Français ne comprennent parfois pas tout parce que même ceux qui partagent mon point de vue n'osent pas dire en public que si Poutine a attaqué, oui, les Américains de Biden et Zelensky ont aussi attaqué avant. Et donc que c'est un conflit territorial, quasiment une guerre Ils n'ont civile. pas envahi le territoire russe, ils ont provoqué, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais pour les Russes, il faut comprendre, Chirac l'avait très bien compris, il faut comprendre que l'Ukraine, ça a été un territoire russe pendant 4 siècles, que l'Est de l'Ukraine est peuplé de Russes. Il faut quand même le comprendre. La Rousse d'Ukraine. Exactement. Et que donc, pour les Russes, l'Ukraine, ils l'ont perdue, entre guillemets, puisque au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, il y a un État qui est né en 91, et que pour eux, cet État, c'est pas du tout la Pologne, c'est pas du tout la Roumanie, qui sont des États ancestraux, c'est un territoire, pour eux, russe. Ils ont accepté, bien évidemment, et ils veulent pas le reprendre dans la Russie, mais ils considèrent que l'OTAN ne doit pas avancer là. Chirac, dans sa sagesse, Schröder, dans sa sagesse, avait compris que si on voulait la paix avec la Russie, et je pense qu'on en a besoin, qu'est-ce que ça pouvait faire que l'Ukraine soit un territoire neutre, pas russe, neutre. Et ce sont quand même les Américains, la révolution de Maïden, Zelensky, et c'est vrai des gens très douteux, admirateurs de Bandera, et sans tomber dans le discours du Kremlin, de voir des néo-nazis partout, ce qui n'est pas vrai, mais il y a quand même des troupes pas nettes qui ont avancé vers la Russie. Donc, je crois que la France aurait dû avoir une position équilibrée, avec une analyse historique, non pas pour légitimer Poutine, mais pour dire on va trouver un compromis. On aurait évité peut-être 1 million de morts, la ruine économique de l'Allemagne et de la France, parce qu'on oublie. Mais Macron a tenté ce compromis, il a Oui, été balayé. Oui, alors Macron il a complètement changé d'avis d'ailleurs sur ce thème-là comme sur d'autres. Macron a tenté ce compromis, mais sans l'analyse historique et sans accepter l'idée que l'Ukraine doit être une zone démilitarisée et neutre, sorte de tampon. Moi, j'assume ça. Je l'assume, oui. Je sais que ça peut paraître choquant à certains. Mais si on regarde l'histoire du monde, il y a des moments, il y a des conflits territoriaux délicats, il faut trouver un compromis. Regardez le drame entre Israël et la Palestine, il faudra bien trouver un compromis. Et un jour, les Ukrainiens se réconcilieront avec les Russes, comme nous avec les Allemands. D'autant que ce sont des peuples frères qui ont vécu ensemble pendant des siècles. Donc, est-ce que notre rôle, et c'est là où je suis en total désaccord avec l'administration Biden de l'époque et avec Macron, c'est est-ce que notre rôle, c'est de nier l'histoire, de souffler sur les braises pour en fait faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Certains néoconservateurs américains, les États baltes, la Pologne, par rancœur historique, veulent détruire Poutine, ils veulent détruire la Russie et l'émietter. C'est ce qu'on veut. C'est une folie. Donc, on a la chance d'avoir Vance et Trump qui, je pense, partagent exactement ce que je dis ou je dis ce qu'ils partagent. Je n'ai pas cette prétention. Mais, vous voyez, qui ont cette analyse pour des Américains, qui est une analyse hyper nuancée, intelligente. Et Macron monte sur son cheval comme Don Quichotte dans le délire complet, dans la manipulation. Donc on arrête. C'est le seul chef d'État à avoir fait ce type d'intervention auprès de son peuple télévisé pour dire que l'Europe était en guerre, jusque-là. Les autres ne l'ont pas fait. Mais parce que les autres... Le seul chef d'État de l'Union européenne. Les autres vivent sur Terre. Mais lui, en fait, il est totalement irresponsable. Mais il n'est pas irresponsable simplement parce qu'il est un peu fou. Il est irresponsable parce que je pense qu'il veut, pour ces 2 dernières années, léguer dans l'histoire française le sceau fédéraliste, c'est-à-dire cette logique qui veut que la France n'est plus la France libre, mais est une région d'une Europe. C'est le seul président qui a de la suite dans les idées là-dessus, qui a mis le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Il ne l'a pas fait par gadget. C'est le seul qui parle de souveraineté européenne. Or, il n'y a pas de souveraineté européenne à moitié. Soit il y a la souveraineté française, soit il y a la souveraineté européenne, mais il n'y a pas le mélange des deux. Mais ce n'est pas vrai. Or, moi, je vois très bien ce qu'il veut faire.
Il veut donner la force de dissuasion. Il veut la faire payer par l'Allemagne. Mais une fois que l'Allemagne aura mis 1 euro dedans, il n'y aura plus d'autonomie de notre force de dissuasion. Nous serons donc entraînés dans la guerre des autres. C'est-à-dire que l'Allemagne demandera des droits sur l'usage de ce qu'elle aura payé. C'est ça que vous voulez dire. Et oui. Et ça, ce n'est pas un fantasme que j'agite. C'est le ministre des Affaires étrangères, l'inénarrable ministre des Affaires étrangères qu'on a, M. Barrot, qui l'a dit dans une émission, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Alors justement, il y a un sommet de l'Union européenne à Bruxelles, il y en a eu un jeudi soir. Quels ont été les résultats de ce sommet? Comment est-ce que vous avez regardé les échanges? Que doivent faire les Européens vis-à-vis de cette nouvelle donne, et pas seulement Macron? Est-ce qu'ils ont été mis complètement de côté définitivement par Trump et Poutine et Zelensky? Est-ce qu'ils peuvent remonter sur le cheval et jouer un rôle, d'après vous? Il y a beaucoup de questions et l'histoire dira ce qui va se passer. J'ai écouté la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je suis courageux. Pour essayer de comprendre. Et j'ai compris une chose que je n'avais pas comprise. C'est qu'en fait, il se sert aussi de ce contexte qu'il crée, en fait, qu'il alimente, anxiogène, alors même qu'on a la chance d'avoir un chemin de paix, pour précipiter le surendettement européen. Il l'a dit dans sa conférence de presse vers 23h30, donc il fallait être patient. Et il a dit, mais ça va être formidable, j'ai pu convaincre mes voisins d'emprunter encore 150 milliards d'euros parce que l'Union européenne a une capacité d'emprunt extraordinaire par rapport aux États-Unis. Alors, pour l'intelligence artificielle, pour la transition écologique, je croyais qu'on était en guerre, donc on est reparti sur la transition écologique. Vous pouvez retrouver l'extrait. On va pouvoir emprunter, et puis on va mutualiser, parce que les pays ne peuvent plus emprunter. Bah oui, il a ruiné la France de plus de 1000 milliards d'euros en 7 ans. Donc il a tellement ruiné la France qu'on ne peut plus emprunter. Alors, comme il est complètement dans la fuite en avant, et il a même dit, très intéressant, vous retrouverez sa phrase, il a même dit, comme en 2028, on va devoir rembourser la dette Covid, et vous savez que c'est une très mauvaise affaire, l'emprunt qui a été fait, puisque la France n'aura touché même pas 40, elle va devoir rembourser 100. Comme il va falloir rembourser à partir de 2028 les échéances de la dette Covid, il faut qu'on réemprunte et puis qu'on passe au-delà. Donc, en fait... La cavalerie. Cavalerie financière. Et c'est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment le banquier qui parle. C'est-à-dire, comment je vais faire pour piquer l'épargne des Européens? Voilà. Il a dit, mais on a une épargne énorme, on n'a pas de dette, nous, on ne peut plus s'endetter, alors on va endetter l'Europe par un super emprunt, 150 milliards, les facilités, etc. Mais la défense n'est qu'un prétexte. C'est l'idée, une fois qu'on a partagé la force de dissuasion d'un côté, on ne pourra plus revenir en arrière, et puis après, une fois qu'on a des dettes communes, la France est dans le sac, c'est fini. Et donc, je pense qu'il y a une stratégie très machiavélique de l'homme pour ficeler tout cela. Et c'est extrêmement dangereux pour moi. Alors, parce que, pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai oublié une chose, il pourrait imaginer une coopération intergouvernementale. Il est clair que les Américains ne vont plus payer éternellement pour la sécurité des Européens. Et on les comprend. Nous, la France, on a notre force de dissuasion. Donc, on n'a pas besoin d'être inquiet. Mais les autres, ils ont des raisons d'être inquiets. Il faut qu'ils investissent. Donc, on pourrait très bien imaginer sortir de l'OTAN, créer un pilier européen. Il y a eu l'Union européenne, l'UE à une époque, qu'importe, bon bref, et le faire de manière intergouvernementale. C'est pas ce que fait Macron. Il le fait dans le cadre de l'Union européenne. C'est pas du tout la même chose. Parce que je vois les sondages et je vois des gens qui disent il faut la défense européenne, il faut s'entendre, il faut s'armer. Oui, bien sûr qu'il faut que les Européens prennent en charge leur défense. Mais pour moi, ils doivent la prendre en charge sur une base nationale. Et ensuite, une fois que chaque pays maître de sa défense, il peut y avoir bien sûr des coopérations européennes. Je ne suis pas aveugle. Alors justement, Macron est assez ambigu sur cette question. Il dit l'Europe de la défense que nous défendons, on retrouve la fameuse Europe de la défense, obsession de cet européiste militant que vous avez très bien décrit. L'Europe de la défense que nous défendons depuis 8 ans devient donc une réalité
il disait ça un mercredi soir, ça veut dire que des pays européens sont davantage prêts à se défendre et à se protéger, qu'ils produisent les équipements dont ils ont besoin sur leur sol et qu'ils sont davantage prêts à coopérer. Quand on entend ça, Mais finalement, là-dessus, les nations peuvent avoir leur place dans un schéma décrit comme tel. Mais ça, c'est terrible d'ailleurs, parce que c'est là où Macron est intelligent et machiavélique. C'est qu'il emploie le mot de patrie, de nation, pour en fait détruire la nation française et la patrie. Et donc là, dire, comme vous le citez, on va travailler ensemble et c'est très bien que l'Allemagne, la Pologne investissent dans leur sécurité et achètent des armes françaises ou européennes, je ne vais pas dire non, ce serait stupide, mais ce n'est pas du tout ça qui nous fait en fait. Parce que ça, c'est l'objectif, mais il passe par le véhicule supranational, la Commission de Bruxelles, et dans les traités, il n'y a pas de compétence pour la défense. Donc, il donne un pouvoir extravagant à la Commission de Bruxelles. Et je vais vous dire, je pense qu'en fait, cet homme qui sait qu'il va quitter le pouvoir quand même, à moins qu'il essaye de faire un troisième mandat avec son ami Ferrand, mais je ne crois pas qu'il pourra y arriver. Donc, en fait, je pense que cet homme, il prépare son atterrissage comme président de la Commission de Bruxelles en succession de Mme von der Leyen. Voilà. Et en fait, il est prêt, pour être président de la Commission de Bruxelles, après von der Leyen et après sa présidence de la République, à liquider les intérêts de la France. C'est ça, en fait. C'est assez simple. Alors, il y aura un dernier, pas un dernier d'ailleurs, une prochaine réunion des chefs d'État de l'Union européenne à Paris la semaine prochaine, à nouveau sous la menace du lâchage complet des États-Unis. Est-ce que les moyens, il faut parler un peu finance, est-ce que la France a les moyens de cette montée en puissance de son armée qu'elle prévoit et qu'elle vise est-ce que l'Europe est au pied du mur et est-ce que l'Europe existe suffisamment pour faire face à ce défi? Moi, je ne connais pas l'Europe. Ça ne veut rien dire. Les nations d'Europe sont-elles prêtes à dépenser plus pour leur défense, pour celles qui ne dépensent pas? Je prends l'exemple de toutes les nations qui sont déjà en dessous de 2%. Nous sommes, nous, à 2,1%. Et ensuite, j'estime que la France n'a absolument pas le besoin ni les moyens de partir dans un délire financier militaire. Autant j'ai toujours demandé qu'on augmente notre effort de défense. Et dans mes campagnes de 2012, 2017, 2022, j'ai toujours fixé, on a un très bon programme de défense fait avec les plus gros militaires, vraiment des gens sérieux, à 2,5. Nous pensons qu'à 2,5% du PIB, on peut avoir une armée française crédible. Mais, je le dis parce que j'entends beaucoup de militaires qui divaguent un peu. Là, on parle de 4%, voire 5%. Mais attendez, on est en plein délire. Je vais vous dire pourquoi on est en plein délire. D'abord parce que la France est ruinée. Elle est en faillite. On n'a pas l'argent. Bon. Deuxièmement, parce que si la France garde une stratégie nationale, grâce à la dissuasion nucléaire, on n'a pas besoin d'une armée à 5%. Le génie du général de Gaulle, c'est d'avoir, dimensionné et organisé la défense de la France sur une logique nationale et nucléaire qui nous économise beaucoup d'argent, mais à une condition, d'être cohérent, c'est-à-dire de ne pas vouloir étendre le parapluie nucléaire. Une dissuasion nucléaire n'a de sens que pour son propre territoire. Vous croyez qu'on va risquer, désolé de le dire, mais vous croyez qu'on va risquer la peau de 50 millions ou 68 millions de Français parce qu'il y aura une division russe dans les États baltes? Personne ne peut le croire. Donc, personne ne peut le croire. La crédibilité de la force de dissuasion ne vaut que pour son territoire. Voilà pourquoi Israël, le Pakistan, l'Inde, l'Iran veut la bombe nucléaire pour une raison très simple. C'est que la bombe nucléaire, elle est crédible pour défendre son territoire. Elle n'est pas crédible pour faire la police des autres. Donc, je pense que la cohérence, des moyens dépendent d'une stratégie. Le problème, c'est qu'il s'agit dans tous les sens, mais il n'y a pas une stratégie. Si, la stratégie, c'est le fédéralisme. Moi, je veux une stratégie nationale. La France doit avoir sa dissuasion nucléaire, doit investir dans le cyberespace, doit investir dans les drones, doit avoir une marine plus importante, capable de défendre nos intérêts dans le monde.
on a des territoires d'outre-mer, mais en revanche, prenons garde de ne pas partir dans un délire de reproduire les années 50 avec des milliers de chars qui ne serviraient à rien pour la France. En revanche, que l'Allemagne... Il faut miser sur le nucléaire avant tout. Le cyberespace, l'espace, la guerre de demain et la marine. Et vous retrouverez sur le site de Debout la France le cahier défense qu'on a entièrement rédigé avec des amiraux, des généraux, et chose, je pense, de très sérieux et qui est un des meilleurs projets de la classe politique. Prétentieusement, mais je le pense. Parce qu'on est parti d'abord de qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les menaces. Entre nous, la menace des narcotrafiquants dans nos cités Alors justement, est bien plus importante. J'allais vous poser la question. Et c'est pourquoi on peut ça fera plaisir à l'industrie de défense, mais multiplier les achats de chars, de missiles et de tutti quanti qui vont être stockés, et puis en même temps avoir une guerre civile dans notre pays, et on fera quoi? Donc, soyons raisonnables. 2,5% du PIB, pas plus pour la France, que les autres pays arrivent déjà à ça, et c'est pas demain la veille, et puis peut-être une garde nationale, j'ai proposé une garde nationale de 100 000 hommes qui puissent prendre le relais volontaire. Et puis, j'ai proposé de mettre l'armée à nos frontières. Oui. Pourquoi? Pour éviter les narcotrafiquants, les go-fast, vous savez, ces voitures qui amènent de la drogue tous les jours en France, pour contrôler l'immigration. Et puis, il faut d'abord, excusez-moi, avant d'aller faire la guerre à la Russie, il faudrait peut-être d'abord contrôler ce qui se passe chez nous. Mais bon. Voilà, alors justement, est-ce que ce grand dessein et cette nouvelle entrée en guerre du président Macron, qui a usé cette corde quand même à plusieurs reprises depuis qu'il est à l'Élysée, est-ce que ça n'écrase pas en même temps? Est-ce que c'est pas le but, justement, et vous y faites référence, d'écraser les autres défis, c'est-à-dire la ruine financière, l'islamisme, les cités, la guerre contre les stupéfiants, et quelle est la place de ces grands défis aujourd'hui dans la politique française? Quelle doit être cette place? C'est exactement ça. La menace existentielle de la France, c'est qu'on a un pays qui est suspendu aux agences de notation, et on peut demain avoir une crise financière en France avec la saisie de l'épargne des Français, ce qu'ils ont fait à Chypre. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est au-dessus de notre tête, ce qui s'est passé en Grèce. Ça a été la menace. Vous obéissez ou on saisit 10% de vos comptes bancaires. Donc tous les Français qui sont assis sur leur assurance vie, excusez-moi, du jour au lendemain, l'État peut prélever leurs intérêts. Et qui ont voté Macron, c'est ceux-là qui ont voté Macron par crainte du chaos. Et qui sont les cibles de Macron en ce moment. Donc le vrai danger, et je vous renvoie aux très bonnes vidéos de M. Touati, qui explique très bien où on en est. Donc on est sur une bombe financière. Marc Touati, le financier Marc Touati. Excusez-moi. On est sur une bombe financière. On a laissé passer un budget 2025 scandaleux. Scandaleux. Moi, j'aurais censuré Bayrou. Il fallait le censurer, il fallait accélérer le départ de Macron. Les oppositions se sont couchées. C'est un budget 2025 qui taxe les entreprises, qui augmente les impôts et qui ne fait pas d'économie. Bon, premier danger. Et le deuxième danger, on le voit tous les jours, c'est les narcotrafiquants mêlés à un islamisme radical qui tiennent... Allez, combien de cités? 200, 300, 400 en France? Et où les gendarmes ne rentrent plus? Et la justice est paralysée? Et on a, pardonnez-moi, un président de la République qui fait un discours délirant sur la menace russe. Mais on vit où? Il y a un moment, ça suffit. Et pourquoi l'opposition se tait? Pourquoi ce silence incroyable? Justement, alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez que le Rassemblement national, qui est aujourd'hui la principale force d'opposition à l'Assemblée, est trop lâche vis-à-vis du président Macron? Vous dites qu'on ne les entend pas assez, qu'ils ne sont pas assez durs? Je ne vais pas commencer à taper sur mes alliés. Non, mais je vais être très clair. Il y a suffisamment besoin d'unité. Non, mais attendez, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que les patriotes gagnent. Et je crois avoir prouvé dans ma vie politique avoir fait assez de sacrifices pour ça. Oui, vous avez fait plusieurs fois alliance. 2017, j'en ai pris plein la gueule, mais je ne regrette pas un instant. 2022, j'ai fait une campagne sans jamais critiquer ni Zemmour ni Le Pen, et si les deux avaient fait pareil, on n'en serait pas là. 2024, j'ai voulu qu'il y ait la plus large coalition pour qu'on puisse gagner. Donc s'il y en a un où il y a marqué Union, 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 Pigeon, c'est moi. Mais je continuerai parce que je pense qu'il faut l'union des patriotes pour gagner et que donc vous ne m'entendrez pas commencer à jouer le petit jeu. En revanche,
C'est vrai que je peux comprendre que Marine Le Pen et Jordan Bardella veuillent rassembler le plus large possible, mais que si on ne les entend plus sur des dossiers fondamentaux pour l'avenir du pays, c'est leur choix, c'est une tactique, je peux la comprendre, mais en revanche, moi, je ne vais pas m'interdire de parler, et je pense qu'il y a besoin d'une voix, j'allais dire, indépendantiste, au sens, pas d'être indépendant moi, mais une voix qui défend l'indépendance de la France. En fait, on est le seul pays qui n'a pas le droit de disposer de lui-même. Voilà. Et je pense que plus il y aura de soutien autour de moi, plus les souverainistes seront forts, plus ce sera la garantie que le Rassemblement national ne cautionne pas trop l'Union européenne qui nous fait tant de mal. Voilà. Libre à Marine Le Pen d'avoir sa stratégie, je peux la comprendre, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait quand même une voix souverainiste qui s'exprime plus fortement, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs que je vois. Sur quel sujet est-ce que vous considérez qu'ils ne sont pas suffisamment Non, mais ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix de s'accommoder de l'Union européenne. C'est leur choix. Moi, je pense qu'on ne pourra pas rétablir l'ordre, qu'on ne pourra pas contrôler l'immigration, qu'on ne pourra pas renforcer la compétitivité de nos PME, qu'on ne pourra pas garantir nos droits sociaux si on ne remplace pas l'Union européenne par une structure beaucoup plus légère. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle soit réformable. J'ai évolué. J'ai longtemps pensé que l'Union européenne était réformable. Combien de fois j'ai écrit des tracts, changeons l'Europe, voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça ne veut pas dire que je suis obligatoirement pour le Frexit. Je pense qu'on doit remplacer l'Union européenne, remplacer, pas réformer, remplacer, en s'appuyant sur quelques pays qui accepteraient de le faire. Et qu'il faut essayer. Et sinon, il faudra s'en aller. Parce que si c'est pour gagner une élection, être patriote et gagner, et puis qu'après, on soit prisonnier d'une Union européenne qui nous interdise tout, si c'est pour faire du retail au bis, si je puis dire, ça ne m'intéresse pas. Et donc, je pense que plus il y aura de Français qui se rassemblent autour d'une candidature indépendantiste, souverainiste, plus ce sera un moyen de renforcer les patriotes et de diversifier le choix. Alors justement, vous, à l'approche des présidentielles, qui sont encore un peu loin, mais qu'on voit venir... Donc je souhaite qu'elles soient beaucoup plus proches. Puisque moi, si j'étais à l'Assemblée encore, je voterais destitution. Oui, alors on va y revenir. Ça, tiens, c'est aussi un point de différence avec le Rassemblement national. Mais voilà, ce samedi 8 mars, vous aurez un grand meeting à Hyères, dans votre ville de Hyères. Qu'est-ce que vous allez dire, puisque nous enregistrons cette émission un petit peu avant, qu'est-ce que vous allez dire? Quelles seront vos ambitions? Quel est votre cap? Et est-ce que vous serez candidat Alors, je vais vous dire la vérité. Aux élections présidentielles? Très simple. Jamais je n'aurais imaginé reprendre du service si vite. Jamais. Non, mais vraiment jamais. Après ma défaite aux législatives, je me suis recroquevillé dans ma ville que j'adore, à travailler. J'écris un livre et jamais je n'aurais pensé... Sur quel sujet? Sur l'abandon, l'esprit d'abandon. Et comment j'ai vu ça, malheureusement, dans toute ma vie politique des 20 dernières années. Et je raconte cet engrenage de l'abandon, de la soumission et du lâchage de la France. Et apparaître quand? Septembre. Septembre. Et si j'arrive à le finir avant. Donc, j'en suis au tiers, parce que c'est long. Et si vous voulez, peut-être d'ailleurs en écrivant ce livre, justement, et en voyant la classe politique de plus en plus apathique, je me suis dit, et en voyant Emmanuel Macron vouloir nous précipiter dans un saut fédéral gravissime, voyant aussi les souverainistes se diviser en chapelles, je me suis dit, et c'est ce que j'annoncerai, ce qui aura été annoncé quand ce sera diffusé, je me suis dit qu'il fallait, oui, une candidature indépendantiste, au sens québécois du terme. Droit du peuple français à disposer de lui-même, pour remplacer l'Union européenne, pour dire qu'il fallait destituer Macron, qu'il fallait accélérer, qu'il ne fallait pas laisser faire ce coup d'État, qu'il fallait rassembler tous les souverainistes, qu'ils arrêtent de se diviser dans des chapelles, et que j'ai le devoir d'y aller. Voilà. Donc j'irai. J'irai parce que je crois que les souverainistes doivent avoir un candidat. Et un candidat qui a une pensée pour la France. Voilà. Et donc, vous êtes le premier à le savoir, puisque personne ne le sait encore, puisque ce n'est pas encore connu. Mais j'irai. J'irai parce que je veux qu'il y ait
je veux qu'il y ait une offre indépendantiste, souverainiste, pensée, pour qu'on reprenne notre liberté avant qu'il ne soit trop tard. Et en fait, je veux un double électrochoc, et je veux le proposer. Je veux un électrochoc indépendantiste. Comment? Parce qu'il ne s'agit pas de dire je veux être indépendant. C'est comment on va reprendre notre indépendance et comment on va le faire avec d'autres pays. Parce que l'idéal, c'est de le faire avec quelques pays. Et puis le deuxième choc qu'il faut, je crois, dont peu parlent dans la classe politique, c'est un choc démocratique. C'est-à-dire comment on va renouer avec la démocratie. Référendum d'initiative citoyenne, comme en Suisse, vote blanc, réduction du nombre de parlementaires, grand ménage dans la vie politique française, parce qu'on ne redressera pas la France sans les Français. Or, le divorce est tel entre les Français et la classe politique que vous pouvez mettre n'importe qui à la tête de l'État. Si les Français ne se réinvestissent pas dans la politique, n'y croient plus, on n'y arrivera pas. Et donc, vous allez voir, je propose vraiment un grand changement. Et vous savez comment je l'ai trouvé, ce grand changement? Non. Dites-nous. C'est que j'ai relu le discours de Quimper de De Gaulle avant le référendum perdu. Et c'est fascinant de voir que cet homme âgé, après la crise de 68, imagine une nouvelle forme de gouvernement. En quoi, 69 C'est juste avant la fin du référendum, c'est son dernier discours. Et il comprend qu'il a été dépassé en 68, qu'on ne peut plus gouverner le monde pareil. Et il essaye de chercher, et il invente cette idée de régime de participation. Et je trouve que c'est très intéressant, et que si je peux contribuer à apporter une autre vision, en disant aux Français, vous allez reprendre en main les choses. On ne peut pas dire la France doit être indépendante si les Français ne s'intéressent plus à la vie politique, ça ne sert à rien. Les deux vont de pair. Et avant de dire on va rétablir l'ordre, parce qu'ils auront tous des propositions parfaites. Moi, j'apporte rien de plus. Rétablir l'ordre, améliorer la compétitivité de nos PME, garantir la justice sociale, vous allez voir, tous les candidats, que ce soit Marine Le Pen, Bardella, Ciotti, Retailleau, toute la bande, on est tous d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Simplement, moi, ma différence, c'est que je vais dire, il faut pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut être libre de l'Union européenne. Il faut vraiment mettre fin à cette Union européenne. Il faut avoir le courage. Et puis, il faut avoir le courage de donner le pouvoir aux Français. Sinon, ça sera une nouvelle élection pour rien. Et je ne veux pas de ça. Alors, vous allez même un peu plus loin. Vous dites qu'il faut destituer Macron. Il faut que l'opposition se réveille, dites-vous. Ah oui, mais là, je le pense depuis longtemps. Quel scénario? Est-ce que vous n'allez pas un peu loin avec cette proposition? Je ne vais pas loin. Est-ce qu'elle n'est pas dangereuse pour nos institutions? Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'esprit de la Ve République, qui a été trahi au fur et à mesure par Sarkozy, par tout le monde, l'esprit de la Ve République, et ça procède de l'histoire de France, c'est que pour De Gaulle, la légalité ne suffit pas pour gouverner. La légalité a besoin de la légitimité. Et quand il n'y a plus de légitimité, il faut aller devant les Français. De Gaulle a écrit des textes extraordinaires en disant s'il y a, par exemple, une dissolution et qu'il y a le retour d'une majorité hostile au président, le président doit partir et il doit remettre son mandat dans les mains du peuple qui doit trancher. Ce qui m'a révolté, c'est que Macron a perdu les européennes, admettons. Il fait une dissolution parce qu'il estime, et c'est tout à fait honorable, il est désavoué au premier tour, totalement. Ensuite, une manœuvre politicienne entre les Républicains, le Front populaire, les macronistes, empêche les patriotes de gagner. Il nomme un Premier ministre pour faire la même politique, M. Barnier. Le Rassemblement national, courageusement, le censure, je dis bravo. Et ensuite, il renomme le même, qui s'appelle François Bayrou, pour faire la même politique suicidaire. Et là, le Rassemblement national disparaît. Et je ne comprends pas. Et je pense au contraire qu'il fallait accélérer le calendrier, le censurer à nouveau, voter la procédure de destitution, prendre à témoin les Français. Parce que la preuve, c'est que maintenant qu'ils ne l'ont pas fait, eh bien, Emmanuel Macron ressort de sa boîte comme un diable et va nous précipiter vers le chaos fédéral européen. Ça vous prouve bien que j'avais raison. La destitution s'imposait. Alors, ça ne sert à rien de répéter destitution si personne ne veut la voter, j'en conviens.
Mais je maintiens que cet homme est dangereux pour la France. Je maintiens que les 2 ans qui nous séparent de 2017 seront 2 ans terribles et que chaque jour qui passe est un mauvais jour pour le pays. Je le maintiens. Et dans une vie politique où les gens changent beaucoup d'avis, reconnaissez au moins que j'ai plein de défauts, mais que je suis constant. Voilà. On vous reconnaîtra ça. Dernière question. Le Rassemblement national et sa candidate Marine Le Pen ont le risque de ne pas pouvoir se présenter pour Marine Le Pen avec un procès. Bruno Retailleau monte en puissance dans l'opinion. Comment est-ce que vous voyez cette campagne présidentielle? Est-ce qu'on peut avoir un grand chamboule-tout inattendu ou est-ce que D'abord, je ne le souhaite pas. Ouais. Je ne le souhaite pas parce que je peux avoir des nuances avec Marine Le Pen qui sont naturelles, mais je ne souhaite pas que les juges fassent un coup d'État judiciaire, et je ne crois pas qu'ils le feront. Je peux me tromper complètement, mais je ne crois pas qu'ils oseront. Voilà, maintenant on verra, mais je ne crois pas qu'ils oseront. Deuxième point, on a la chance dans notre pays d'avoir 2 tours de scrutin. Au premier tour, on exprime sa préférence, au second tour, on se rassemble. Je serai candidat dans un esprit toujours bienveillant, sans me tromper d'adversaire. J'émets une différence politique, mais jamais je ne rentrerai dans une guerre d'alliés, de patriotes, qui serait nuisible. Je proposerai quelque chose de différent, mais je ne critiquerai pas mes voisins immédiats. Voilà, parce que j'ai tiré les leçons de la candidature Zemmour. Et je pense qu'Éric Zemmour, que j'aime beaucoup par ailleurs, malheureusement est allé trop loin. Et je pense que si Éric Zemmour et Marine Le Pen s'étaient parlé, avaient plus davantage coopéré, eh bien, je ne sais pas si Marine Le Pen aurait gagné, mais elle aurait eu un meilleur score. Donc, moi, je reste dans ma ligne gaullienne. Il y a un premier tour qui doit donner le choix. J'estime qu'il n'y a pas de voie souverainiste, indépendantiste, claire pour réveiller les Français. Je vais le faire. Je ne pensais pas le faire, eh bien je vais me débrouiller. Et puis, au deuxième tour, les Français choisiront le meilleur. Voilà, c'est très simple. Et on aura une dissolution d'ici là, à votre avis? J'en sais rien, je crois pas, mais je peux me tromper. En fait, le choix est très simple. Si le Rassemblement national ne vote plus de censure, jamais, il n'y aura pas de dissolution. Ça veut dire qu'en fait, il est aujourd'hui... Il cautionne ce qui se passe, même s'il n'est pas d'accord. Je sais qu'il combat. Ne lui faisons pas de procès d'intention. Il estime, et je peux comprendre d'ailleurs, que s'il censurait une nouvelle fois, les Français lui en voudraient. Mais je pense que ce faisant... Il en voudrait provoquer le chaos, c'est ça le... Mais le chaos, c'est là où je suis en complet désaccord d'analyse. Le chaos, il est là à cause de ce gouvernement et de ce président. Je ne vois pas en quoi le suffrage universel est un chaos. C'est pourquoi je n'ai toujours pas compris pourquoi, après avoir censuré Barnier, on ne censure pas Bayrou. J'ai toujours pas compris. Et parce que c'est incohérent et parce que les Français attendent de la clarté. Et si vous regardez la victoire de Trump, je ne suis pas du tout trumpiste d'esprit. C'est pas du tout mon caractère, ma façon de procéder, et puis je suis pas américain. Mais je pense que la victoire de Trump a prouvé qu'on ne gagne jamais à finasser, qu'on ne gagne jamais à rentrer dans le jeu du système. Et en tout cas, moi, je vais faire une campagne carrée. Voilà. Carrée parce que je pense que l'heure est tellement grave qu'on a besoin de clarté. Et puis après, les Français tranchent. C'est leur choix. Mais sinon, à quoi sert la démocratie ? On suivra cette campagne carrée. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.